Bonjour à tous. Dans l'épisode précédent, on a vu que le libéralisme était apparu en réponse au traumatisme des guerres idéologiques qui ont ravagé l'Europe au XVIe et au XVIIe siècle. Face à l'ampleur de ce traumatisme, les philosophes libéraux vont imaginer un modèle de société qui ne ferait plus appel à la vertu des individus qui la composent. Leur raisonnement est le suivant: si c'est la prétention des hommes à détenir la vérité sur le bien qui les pousse à s'entretuer, alors il faut créer un modèle de société dans lequel les valeurs morales et religieuses seront privatisées. Autrement dit, il faut que l'État renonce à vouloir imposer aux hommes une certaine idée du bien. Ce principe dit de neutralité axiologique, Michéa en fait l'acte fondateur de la civilisation libérale. Pour la première fois dans l'histoire, les citoyens obtiennent le droit d'adhérer aux valeurs et aux croyances qui correspondent à leur définition privée du bien ou du bonheur. Pour le dire simplement, avec le libéralisme, les citoyens accèdent enfin à la liberté individuelle. Il est clair que, pour nous autres modernes, une telle liberté peut sembler le b.a.-ba. Personne ne s'extasie plus du fait que nous ayons le droit de croire en Dieu ou de ne pas y croire, de nous montrer généreux ou égoïstes, ou de préférer la débauche à la chasteté. On peut avoir un jugement moral personnel sur les pratiques des uns et des autres, mais en aucun cas ces pratiques ne constituent une infraction à la loi. En aucun cas elles ne sont juridiquement condamnables. Et d'ailleurs, je suis certain qu'en faisant ce rappel, certains d'entre vous se seront dit ce qu'on se dit tous quand nos droits sont reconnus: encore heureux. Encore heureux que l'État ne pénètre pas dans l'intimité de nos consciences et de nos chambres à coucher pour contrôler ce qui s'y passe. Encore heureux parce que, pour nous, il est devenu inimaginable que de tels droits puissent ne pas nous être reconnus. Mais ce « encore heureux » traduit quelque chose de philosophiquement significatif. Ce qu'il traduit, c'est ce qu'on pourrait appeler la naturalisation de nos droits fondamentaux. Naturalisation des droits fondamentaux, c'est-à-dire l'idée que nos droits fondamentaux sont naturels. L'idée que nos droits fondamentaux sont constitutifs de notre condition d'être humain. Et que c'est parce que ces droits sont naturels, parce qu'on ne saurait nous les retirer sans nous retirer notre statut d'être humain, que ne pas les reconnaître, c'est se rendre coupable du plus grand des sacrilèges. C'est si vrai que, lorsqu'une nation du monde jette des citoyens en prison en raison de leurs pratiques privées, pour avoir consommé tel stupéfiant, ou pour s'être adonné à telle pratique sexuelle jugée illicite, notre premier réflexe est de nous indigner contre ça. Notre premier réflexe, c'est d'y voir la marque d'une mentalité intolérante et rétrograde. Rétrograde parce qu'intolérante. Pour nous, occidentaux modernes, l'intolérance à l'égard des libertés privées est synonyme d'archaïsme. À l'inverse, nous associons l'idée de progrès à celle d'augmentation des libertés. Et c'est tout à fait logique que nous associons la liberté au progrès, précisément parce que la seule conception du bien dont nous reconnaissions collectivement la validité, c'est le droit. Dans le dernier épisode, j'ai évoqué la question de la sacralité du droit. Le fait que le droit ait progressivement acquis le caractère sacré qu'avaient autrefois les valeurs morales et religieuses. Le libéralisme, c'est en effet la désacralisation des valeurs morales et religieuses, en même temps que la sacralisation de la liberté morale et religieuse. Dans le même temps où nous avons cessé de considérer certaines valeurs comme sacrées, nous avons institué comme sacré le droit d'adhérer ou pas à ces valeurs. La conclusion de cette analyse, c'est que le droit constitue désormais le totem sacré du libéralisme. Et sa religion se nomme le progrès. Alors j'ai bien conscience qu'une thèse aussi radicale que celle que je viens d'énoncer nécessite évidemment un certain nombre de précisions si on veut qu'elle soit entendue. La première chose à préciser, c'est qu'il faut absolument établir une distinction entre le concept de liberté et le concept de droit.
La liberté est un concept qui a fait l'objet de nombreuses discussions dans l'histoire de la philosophie et dont la définition est loin de faire l'unanimité. Par exemple, dans la Grèce antique, la liberté pouvait à la fois désigner la condition de celui qui n'était pas esclave. En ce sens, la liberté correspondait d'abord à un statut politique. Mais pour les stoïciens, la liberté renvoyait au fait de ne pas être soumis à ses passions. Donc on voit ici qu'on a affaire à deux définitions très différentes de la liberté. Dans la philosophie chrétienne, la liberté, c'était la capacité des hommes à choisir entre le bien et le mal. Les animaux sont gouvernés par leur instinct. Ils n'ont pour ainsi dire pas d'autre choix que de suivre leur instinct. Tandis que les êtres doués de conscience morale, les êtres humains donc, peuvent décider d'agir selon le bien en dépit de leurs impulsions primaires. Pour Spinoza, la liberté, c'était la connaissance des causes qui nous déterminent. Pour Marx, c'était la sortie de l'aliénation, c'est-à-dire de l'illusion de la liberté. Et on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Donc vous voyez que défendre le principe de liberté, comme le font les libéraux, c'est déjà problématique. Parce que, de quelle liberté parle-t-on ? C'est pourquoi, au lieu de parler de liberté, il serait en fait beaucoup plus juste de parler de droit. La liberté, ça peut toujours se discuter. La liberté, c'est philosophique, donc soumis à interprétation. Alors qu'un droit, c'est objectif. Quand on parle du droit de vote, du droit à la sécurité sociale, ou du droit de faire grève, tout le monde sait de quoi on parle. Il n'y a pas de discussion sur ce qu'est un droit. Et lorsqu'il y a litige, lorsqu'il y a conflit sur le non-respect d'un droit, c'est le travail de la justice de trancher. Alors que lorsqu'on parle de liberté, c'est beaucoup plus difficile de trancher. Et s'il est nécessaire d'établir cette distinction entre la liberté et le droit, c'est parce que nous avons pris l'habitude d'identifier les deux, de confondre les deux. Et que cette confusion est source de très nombreux malentendus. Michéa insiste bien sur le fait que le choix des mots qu'on emploie est extrêmement important. C'est l'une des raisons pour lesquelles il se revendique de l'héritage d'Orwell. Parce qu'Orwell nous a bien mis en garde contre les dangers qu'il y a à mal nommer les choses. Mal nommer les choses, c'est le meilleur moyen de mal les penser. Employer un mot à la place d'un autre, c'est installer dans notre esprit une confusion qui aura des répercussions dans toute notre manière de réfléchir. Et donc désigner sous le nom de liberté ce qui devrait en réalité être nommé droit, c'est introduire un dangereux contresens. Le contresens le plus courant consistant à penser que si on se prononce contre tel ou tel droit, cela signifierait qu'on est contre la liberté. Si les libéraux condamnent toute restriction au droit individuel, c'est parce qu'ils y voient une atteinte au principe sacré de liberté. C'est parce qu'ils identifient, de manière totalement indissociable, le droit et la liberté. Et ça pose de très gros problèmes. Ça pose de très gros problèmes parce que dans les faits, un droit supplémentaire ne correspond pas nécessairement à un gain de liberté. Un droit peut même, dans certains cas, nous éloigner de la liberté. Prenez l'exemple du travail le dimanche. On peut considérer que travailler le dimanche, c'est un droit. Et effectivement, c'est un droit. Un droit que l'on peut utiliser ou pas. Et le fait est que si on ne l'utilise pas, on ne perd rien. Mais si on va un peu plus loin et qu'on analyse les choses en profondeur, à quoi correspond ce droit au travail du dimanche ? Qui travaille le dimanche ? Ceux qui aiment leur travail, mais surtout ceux qui en ont besoin, qui en ont matériellement besoin. Quand un employé d'une entreprise accepte de travailler le dimanche, ce n'est pas pour le plaisir de mettre le réveil à 7 heures du matin. C'est pour remplir le frigo. Ou pour rembourser le crédit de la voiture. Un État qui autorise le travail le dimanche, qui institue le droit au travail le dimanche, c'est un État qui instaure comme une liberté la nécessité de travailler pour survivre.
C'est un état qui nous place en situation de penser que renoncer au repos, au loisir ou à la vie de famille pour survivre, c'est une liberté. Autrement dit, présenter le droit au travail du dimanche comme une liberté quand ce droit répond d'abord à une nécessité, c'est travestir la réalité. Donc vous voyez que si on gratte un peu derrière la surface des mots, la réalité est bien plus nuancée. Le droit n'est pas la liberté parce que le droit fait abstraction du contexte matériel qui conduit à y recourir. Et ça ne veut évidemment pas dire que le droit soit par nature contraire à la liberté. Ça veut simplement dire que mettre un signe égal entre droit et liberté, c'est commettre une erreur. Et cette erreur a évidemment des conséquences, puisque s'il vous vient à l'esprit de faire l'analyse critique d'un droit, tel que le droit au travail du dimanche, les libéraux pourront alors vous reprocher d'être contre la liberté. Vous êtes contre le droit de travailler le dimanche? Donc vous êtes pour empêcher les gens de faire ce qu'ils veulent. C'est ce qu'on appelle une manipulation rhétorique. Et si celui qui émet cette critique du droit au travail le dimanche commet en plus l'erreur d'en appeler à la tradition, en rappelant que le repos dominical fait partie de notre patrimoine historique et culturel, c'en est fini pour lui. Défendre la tradition. Et qui plus est, une tradition d'origine religieuse. N'est-ce pas là le signe d'une mentalité réactionnaire et rétrograde? Et alors on en arrive à cette situation ubuesque, tellement elle en devient paradoxale, qui est qu'une personne critiquant le droit au travail du dimanche à partir d'une grille de lecture socialiste en finirait par être qualifiée de réactionnaire, nostalgique des heures les plus sombres de notre histoire. C'est magnifique. Et j'ai pris l'exemple du travail du dimanche, mais on peut décliner ce modèle à l'infini. Par exemple, quand les libéraux militent pour le droit à la GPA, la gestation pour autrui, c'est-à-dire pour le droit d'une femme des classes supérieures de louer le ventre d'une femme des classes paupérisées, il ne faut en aucun cas y voir une marchandisation du corps humain et une exploitation de la misère sociale. Il faut y voir un progrès des libertés. La liberté pour toute femme de s'affranchir des contraintes biologiques de la procréation et la liberté pour toute femme de disposer de son corps comme elle l'entend. Et dans cette liberté ne doit entrer aucune considération d'ordre moral ou métaphysique. Or, dénoncer une marchandisation du corps humain, c'est partir du principe qu'il existerait une valeur métaphysique au nom de laquelle le corps humain devrait faire l'objet d'un statut particulier, d'un respect particulier. Mais ça, c'est une opinion philosophique. Et d'un point de vue libéral, une opinion philosophique, ça n'a pas interféré dans le libre choix des individus. Et si vous faites remarquer à un libéral qu'il y a peut-être une limite à la marchandisation du corps humain, on peut peut-être considérer que tout ne se fait pas, un libéral conséquent vous répondra « Au nom de quoi ?» Au nom de quel principe supérieur devrait-on s'interdire de recourir à certaines pratiques dès lors que ces pratiques n'ont aucune incidence sur la vie d'autrui? Parce que, rappelez-vous ce qu'on avait dit dans l'épisode précédent, on avait dit que d'un point de vue libéral, la seule limite aux droits des individus, c'est le fait que leurs actions ne nuisent pas à autrui. Du moment qu'une action n'a pas de répercussion sur le bien-être d'autrui, toute référence à un principe supérieur devient hors propos. Le libéralisme, c'est le scepticisme à l'égard de toutes les conceptions du sacré. La seule chose que l'on puisse dire sacrée, c'est le droit. Et dès lors qu'une pratique ne nuit pas à autrui, dès lors qu'une pratique ne constitue pas une atteinte aux droits des autres individus, le seul critère de sa légitimité, c'est le consentement. C'est ça, le critère libéral de la légitimité morale. Le consentement. Donc sur la question de la GPA, on ne demande pas à la mère porteuse si le fait de commercialiser l'usufruit de son utérus constitue une pratique moralement acceptable. On lui demande si elle est d'accord. Et si elle est d'accord, tout le reste est superflu. Rappelez-vous la formule chimiquement pure de Pierre Berger. Louer ses bras ou louer son ventre, quelle différence? Quelle différence parce que, dans un logiciel libéral, toute question de légitimité est automatiquement convertie en question de liberté. Ce qui rend une pratique légitime ou illégitime, ce n'est pas de savoir si elle répond à certains critères du bien. C'est de savoir si elle est consentie.
Donc il n'y a pas à se préoccuper de morale ou de métaphysique, il n'y a pas à introduire de jugement de valeur dans des affaires de contrat privés, du moment que les personnes qui signent le contrat signifient par là même leur consentement. Et si le consentement tend à devenir le seul critère d'acceptation morale d'une pratique privée, c'est parce que le consentement, c'est l'expression directe de la liberté de l'individu. Le consentement, c'est la version libérale de l'autodétermination. Autodétermination qui prévoit qu'aucune instance morale n'est habilitée à décider à la place des individus ce qu'ils devraient s'autoriser ou s'interdire de faire. Et c'est ce qui fait par exemple qu'une notion aussi couramment admise que celle de dignité humaine a fait l'objet d'une redéfinition juridique dans le droit français parce que d'aucuns la jugeaient justement trop métaphysique. Le philosophe libéral Jeremy Bentham disait lui-même que le concept de dignité humaine était, je cite, « une absurdité montée sur des échasses ». C'était une manière de dire que les concepts moraux tels que celui de dignité n'étaient rien d'autre que des fictions de l'esprit. Et effectivement, si on va par là, toutes les valeurs morales peuvent être qualifiées de fictions. Des fictions que le droit n'est pas tenu de reconnaître. Il y a une affaire bien connue qui s'est déroulée dans les années 90, l'affaire dite du lancer de nains. Le gérant d'une discothèque avait loué les services d'un cascadeur nain pour une animation consistant à l'utiliser comme un projectile et à l'envoyer le plus loin possible. Le maire de la commune a prononcé un arrêt pour interdire cette attraction, expliquant qu'elle constituait une atteinte au principe de dignité humaine. Le problème, c'est que le concerné n'était pas du tout d'accord avec cette décision. Parce que, pour lui, il s'agissait d'une activité professionnelle comme une autre. Et qu'on n'avait pas le droit de lui interdire de disposer de son corps comme bon lui semblait. Au terme de quelques péripéties juridiques, le Conseil d'État a fini par donner raison au maire. Non pas pour atteinte à la dignité humaine, mais pour trouble à l'ordre public. Estimant que, je cite, « la dignité humaine est une composante de l'ordre public ». Et l'intérêt de cette anecdote, au-delà de son aspect cocasse, c'est qu'elle met en évidence la fébrilité du droit quand il s'agit de statuer sur des questions d'ordre moral. Étant donné qu'on ne pouvait pas fonder une décision de justice sur la seule base du concept de dignité humaine, il fallait trouver un motif juridique indépendant de toute considération morale. En l'occurrence, le trouble à l'ordre public. Parce qu'invoquer l'atteinte à la dignité humaine, invoquer le déshonneur ou l'avilissement, qu'on le veuille ou non, c'est invoquer la morale. C'est invoquer une certaine conception du bien et du mal. Or, qui d'autre que les concernés sont habilités à dire ce qui est bien ou ce qui est mal? Qui d'autre que les concernés sont légitimes à statuer sur ce qui est déshonorant ou avilissant? Et quand bien même une telle pratique serait effectivement avilissante, qui décrète qu'on n'a pas le droit de consentir à son avilissement? Le droit libéral, c'est la possibilité de consentir à son propre avilissement. Et lorsqu'on a compris ça, lorsqu'on a compris à quel point l'éthique du libéralisme est une éthique du consentement et non une éthique des valeurs, alors tout prend sens. Tout s'illumine. Tout s'illumine quant à la suprématie de la notion de consentement dans les débats éthiques contemporains et qui fait qu'une même pratique pourra être jugée licite ou illicite selon qu'elle aura reçu, ou pas, l'approbation de la personne sur laquelle elle s'exerce. Sur la question du consentement, et pour montrer en quoi cette notion pose philosophiquement problème, il est nécessaire de convoquer ici un concept absolument décisif, à savoir le concept d'aliénation. L'aliénation, c'est le phénomène par lequel nous nous soumettons librement à la volonté d'une entité extérieure. L'aliénation, c'est le fait de vivre comme une liberté, ce qui correspond en réalité à un choix conditionné. Nous sommes tous sujets à l'aliénation du quotidien. Lorsque nous achetons un produit de telle ou telle marque, notre sentiment, c'est que nous réalisons un acte libre. Personne ne nous contraint à faire ce choix. Nous le faisons librement et en conscience. Le but d'une marque,
ce n'est pas de s'imposer à notre volonté. Le but d'une marque, c'est que ce soit notre volonté qui s'impose à notre conscience. C'est de faire en sorte que ce soit nous qui soyons demandeurs. L'achat de telle voiture, de tel smartphone ou de telle paire de chaussures répond moins à une logique rationnelle et pratique qu'à une logique de désir. Un désir qui se nourrit de l'imaginaire symbolique dont le produit constitue la matérialisation. Quand on achète un produit, on n'achète pas un produit. On achète l'imaginaire symbolique que ce produit aura su créer. On achète le rêve que le produit transforme en réalité. Une marque de voiture ne vend pas une voiture. Elle vend une expérience de liberté. Elle vend des sensations, un statut, une identité. Une marque de chaussures ne vend pas des chaussures. Elle vend la situation dans laquelle ces chaussures seront portées. Elle vend une projection imaginaire. Et si on peut parler d'aliénation par la marchandise, c'est parce que nous projetons sur la marchandise l'expérience à laquelle nous l'associons, sans nous dire que cette projection imaginaire a été précisément voulue pour faire naître en nous un désir. L'aliénation, c'est la création d'un voile imaginaire autour de notre esprit dans le but d'orienter notre désir dans une direction particulière. L'aliénation, c'est le modelage de notre volonté accompagné de l'inconscience de ce modelage. Et le grand intérêt du concept d'aliénation, c'est qu'il permet de comprendre la faiblesse du concept de consentement. Le consentement est toujours lié à un imaginaire mental qui façonne notre volonté. Pour le dire simplement, notre volonté n'est jamais hors sol. Elle n'est jamais en apesanteur. Elle est toujours influencée par des forces qui, elles, ne dépendent pas de notre volonté. Car le propre d'une influence, c'est qu'elle est invisible. C'est qu'elle ne se manifeste pas comme influence. Un esprit influencé n'a pas conscience d'être influencé, précisément parce qu'être influencé, c'est adhérer de façon consciente à ce qui nous influence. Et donc quand nous baignons dans un certain imaginaire symbolique, nos choix seront imprégnés par cet imaginaire sans même que nous nous en rendions compte. Et même si nous nous en rendons compte, il est déjà trop tard. Parce que le désir est là. Et il attend d'être satisfait. Il en résulte que ce que nous appelons choix est toujours dépendant de l'influence d'un imaginaire sur notre conscience. Et que faire du consentement le critère ultime de légitimité d'une action, c'est occulter ce facteur de l'influence qui infuse chacun de nos choix. On se souvient de la stratégie d'Edward Bernays pour inciter les femmes à se mettre à la cigarette. Il fallait convertir leur imaginaire. Il fallait convertir la représentation symbolique que les femmes se faisaient de la cigarette pour que fumer ne soit plus perçu comme un signe de vulgarité, mais comme un outil d'émancipation et de conquête de la liberté. En d'autres termes, pour inciter les femmes à fumer, il fallait transformer leur mode de représentation de la réalité pour les rendre activement complices de leur propre soumission. Et si on peut qualifier la stratégie de Bernays d'aliénation, c'est justement dans la mesure où cette stratégie ne reposait pas sur la contrainte. Elle ne reposait pas sur la force, mais sur la création d'un désir. C'est-à-dire sur la création d'une impulsion intérieure. Quand une industrie veut créer une nouvelle habitude de comportement, elle n'envoie pas l'armée pour nous faire obéir. Elle lance une mode. Et cette mode sera d'autant plus suivie qu'elle aura su faire naître un désir en nous. Ce qui montre bien que parler de liberté n'a aucun sens tant qu'on n'a pas préalablement défini le contexte d'influence qui oriente notre liberté. Car en l'absence d'un tel travail, on peut mettre sous le mot liberté tout ce qui résulte d'un travail de manipulation bien mené. Le meilleur des manipulateurs, c'est celui qui nous conduit à choisir librement ce qu'il avait pour objectif initial de nous faire choisir. Le meilleur des manipulateurs,
C'est celui qui vous persuade que vous êtes libre de céder au désir qu'il aura insufflé en vous. Et alors dans ce cas-là, que vaut notre consentement ? Que vaut le consentement d'un esprit qui a été conditionné à consentir ? Et ce que Michéa remarque, c'est que cette analyse critique du concept de liberté, elle est totalement absente du logiciel libéral. Elle en est absente parce que le libéralisme ne se préoccupe pas de concepts philosophiques tels que celui d'aliénation. La seule chose que le libéralisme prenne en considération, c'est votre choix. Pas la chaîne de causalité qui vous a conduit à ce choix. Pas l'historique des influences qui ont conditionné votre choix. Votre choix seulement. En d'autres termes, ce qui s'opère avec le libéralisme, c'est la redéfinition de la liberté en désir. Et l'aliénation libérale, c'est le processus par lequel nous échangeons notre liberté contre la satisfaction de nos désirs. L'unité du libéralisme sociétal et du libéralisme économique apparaîtra de manière beaucoup plus évidente si on la pense à la lumière de l'analyse qui précède. On l'a vu, sur le plan théorique, libéralisme sociétal et libéralisme économique sont unis par un même principe, le principe de liberté individuelle. Une liberté individuelle qui se traduira aussi bien dans le domaine des mœurs que dans celui de l'activité marchande. Mais sur le plan pratique, il est clair que le libéralisme sociétal, c'est-à-dire la destitution de toutes les valeurs morales établies au profit du seul désir individuel, constitue la meilleure arme idéologique en faveur de l'expansion du marché. Parce que dès lors que le critère du consentement remplace le critère de la valeur, dès lors que le critère de la liberté individuelle remplace celui de l'évaluation axiologique, plus rien ne fait obstacle à la marchandisation de nos existences. Mettre sa virginité aux enchères, comme l'a fait cette jeune femme britannique en 2019, ne peut être condamné qu'au nom de principes moraux qui n'ont pas leur place dans la logique capitaliste. La neutralité axiologique, c'est parfait pour le capitalisme. Business is business. Et quand il s'agit d'argent, tout le monde est de la même religion. L'unité du libéralisme sociétal et du libéralisme économique, l'unité du droit et du marché, c'est la possibilité pour le marché d'exploiter les avancées du droit. Avancées du droit proportionnelles au recul des valeurs morales traditionnelles. Et Michéa souligne que c'est exactement ça qui manque dans la plupart des théories critiques du libéralisme, à savoir le fait que le marché ne peut progresser qu'en supprimant toutes les entraves morales à la marchandisation des rapports humains. On a coutume de croire que le capitalisme marcherait main dans la main avec le conservatisme. C'est le pire des contresens qu'on puisse commettre. Le conservatisme n'est pas l'allié du capitalisme. Il en est au contraire l'un des plus gênants remparts. Et si vous essayez de trouver dans la propagande capitaliste des apologies de la morale traditionnelle et de l'ordre ancien, vous risquez de chercher longtemps. Le capitalisme ne fonctionne pas sur des appels à la tradition. Il fonctionne au contraire sur des appels à la transgression. À la transgression de tout ce qui constitue un frein à la libre satisfaction de nos désirs. Quand vous vous baladez dans la rue, vous avez beaucoup plus de chances de tomber sur des affiches publicitaires vous incitant à libérer votre désir que sur des inscriptions religieuses ou patriotiques appelant au respect des traditions. Et c'est ce qui fait dire à Michéa qu'une critique socialiste du système libéral se doit nécessairement d'intégrer un moment conservateur. Un moment conservateur, c'est-à-dire une prise en compte du fait que le conservatisme constitue en réalité un frein à l'idéologie capitaliste. Parce que qu'est-ce qui définit l'idéologie capitaliste ? C'est la transformation du monde en hypermarché globalisé et la réduction des individus au rang de consommateurs. Or, on n'attend pas du consommateur qu'il suive les préceptes de la tradition. On n'attend pas du consommateur
qu'il préfère réparer plutôt que remplacer, ou qu'il domine sa pulsion de désir face à la sollicitation de la marchandise. Ce qu'on demande au consommateur, c'est de consommer. C'est de céder à sa pulsion de désir pour alimenter la machine économique. Ce qu'on demande au consommateur, c'est qu'il cesse de penser et qu'il s'oublie dans l'ivresse de la consommation compulsive. N'est-il pas ironique que la négation du verbe penser soit dépenser ? Et c'est finalement l'un des plus grands paradoxes de l'époque que la liberté se définisse désormais comme le droit à la satisfaction de ses pulsions, quand, dans toutes les civilisations antérieures au libéralisme, la liberté consistait précisément dans la maîtrise de ses pulsions. De ce point de vue-là, on pourrait donner un crédit inattendu à la phrase d'Orwell « La liberté, c'est l'esclavage ». Car dès lors qu'on requalifie en liberté le droit de satisfaire tous ses désirs, il est inévitable qu'une aliénation marchande se mette en place. Aliénation marchande qui, parce qu'elle s'adresse à nos instincts les plus primaires, parce qu'elle fonctionne sur les principes de la suggestion et de la sollicitation pulsionnelle, ne peut que remporter la mise. Quand la tradition maintenait certaines barrières à l'assouvissement déchaîné de nos désirs pulsionnels, selon la formule de Camus, un homme, ça s'empêche, le libéralisme nous invite au contraire à la désinhibition pulsionnelle. Désinhibition pulsionnelle qui, pour avoir lieu, doit faire table rase de tous les appels à la modération et à la maîtrise de soi. Michéa montre bien en quoi le slogan de mai 68 qui appelait à jouir sans entrave était finalement la meilleure formulation de l'idéologie capitaliste. Ce que le philosophe Michel Clouscar appelait le libéralisme libertaire, c'était cette alliance objective, à partir de mai 68, entre les libéraux économiques, défenseurs des intérêts du marché, et les libéraux sociétaux, partisans de l'idéologie du désir. D'ailleurs, on ne compte plus les spots publicitaires qui invitent les consommateurs à se faire plaisir, à mordre la vie à pleines dents, ou à braver les interdits, et qui ont trouvé dans la sexualisation de la marchandise le moyen le plus sûr de capturer notre désir. Et ce sur quoi insiste Clouscar, c'est la manière dont cette idéologie du désir fonctionne comme une nouvelle modalité de la tyrannie. La tyrannie de la pulsion contre la raison, la tyrannie de la tentation contre la retenue, la tyrannie de l'illimitation contre la sobriété. Et cette critique de l'idéologie du marché, de cette logique de la marchandisation qui tend à placer l'intégralité de nos existences sous la seule égide du désir pulsionnel, Michéa fait remarquer qu'on n'en trouve aucune trace dans le discours de la gauche contemporaine. Non seulement on n'en trouve aucune trace, mais même, la gauche la combat. Et elle la combat au nom du progrès. Ce qu'il est essentiel de comprendre dans cette idée de religion du progrès, c'est qu'à partir du moment où on fait de la liberté un nouvel idéal métaphysique, et que parallèlement à ça, on redéfinit la liberté pour la faire correspondre au seul désir individuel, toute critique de l'idéologie du désir ne peut apparaître que comme un projet réactionnaire. Dénoncer l'aliénation marchande par la sacralisation du désir, aux yeux des libéraux, c'est être contre la liberté. Montrer que la logique capitaliste ne progresse qu'en éliminant une à une toutes les entraves morales à la marchandisation de l'être humain, ce n'est plus lutter pour la justice et la dignité. C'est blasphémer contre la religion du progrès. Beaucoup trouveront abusif d'employer le mot de religion, parce que, dans notre esprit, la religion est associée à la croyance en Dieu, et que le libéralisme, c'est justement la suspension de la croyance en Dieu. Mais quand Michéa parle de religion du progrès, il le fait à partir d'une définition des mécanismes psychologiques de la religiosité. Or, le fondement psychologique du comportement religieux, c'est la foi dans un dogme. C'est la condamnation de tout ce qui contrevient à ce dogme. Si les mots conservateurs et réactionnaires résonnent aujourd'hui comme des injures, c'est au sens où les mots païens et hérétiques résonnaient comme des injures au temps du christianisme médiéval. Et le propre de ces mots, c'est qu'ils dispensent toute personne qui les utilise de produire une argumentation.
Traiter quelqu'un de réactionnaire, c'est censé être un argument en soi. L'argument du mépris. Sans avoir à justifier intellectuellement des raisons d'un tel mépris. Un autre mécanisme psychologique du comportement religieux, c'est l'esprit communautaire. Le sentiment d'appartenir à un groupe qui partage nos idéaux et la mise en place d'un cordon sanitaire entre nous et les autres. Alors bien sûr, en matière de sectarisme, aucune idéologie n'a de leçon à donner aux autres. Mais cette tendance transparaît de manière particulièrement visible avec le libéralisme, comme l'illustre le développement récent des safe spaces et des réunions non mixtes, c'est-à-dire des lieux de l'entre-soi protégés contre toute intrusion critique. Et de la même façon que les religions ont leur cosmogonie, c'est-à-dire leur science de la création de l'univers, les libéraux modernes ont leur cosmogonie sociale. Et pour eux, l'histoire de la société occidentale, c'est l'histoire de l'oppression systémique des minorités. Et la méthode qui consiste à révéler cette oppression se nomme la déconstruction. La déconstruction libérale, c'est la démarche qui consiste à montrer en quoi toutes les normes sur lesquelles nous établissons notre rapport au monde sont en fait des constructions sociales destinées à perpétuer l'ordre dominant. À l'origine, le terme de déconstruction apparaît chez Heidegger. Il signifie alors l'étude généalogique des différentes conceptions philosophiques de l'être. Mais c'est le philosophe français Jacques Derrida qui a vraiment popularisé l'usage du terme. Et chez Derrida, la déconstruction renvoyait à la mise en lumière des présupposés derrière nos actes de langage. De nos jours, quand on parle de déconstruction, c'est pour désigner le fait de mettre en lumière le cortège de préjugés et de présupposés inconscients qui nous conduisent à valider les héritages culturels et moraux de la tradition. Et si la déconstruction est aujourd'hui l'arme intellectuelle favorite des militants libéraux, c'est parce qu'elle permet de considérer comme illégitimes toutes les normes léguées par l'histoire. C'est-à-dire tout ce qui contredit, directement ou indirectement, la souveraineté de l'individu. Ainsi, le genre n'est plus une identité liée au sexe biologique, c'est une construction sociale visant à favoriser le pouvoir des hommes au détriment des femmes. Si bien qu'aujourd'hui, on n'est plus homme ou femme, on s'identifie comme homme ou comme femme. Ce qui est une autre manière de dire que ce qui compte désormais, ce n'est plus la réalité biologique. Réalité biologique considérée comme une assignation tyrannique et arbitraire. Ce qui compte, c'est le sentiment de l'individu, sentiment qui peut dès lors prétendre se substituer à la réalité biologique. Ce qui pose évidemment de nombreux problèmes d'incohérence logique, puisque d'un côté, on nous fera savoir que le genre n'est pas lié au sexe, et d'un autre côté, on organisera des réunions non mixtes réservées aux femmes. Mais au-delà de ces incohérences, ce qu'il convient de remarquer, c'est à quel point la logique de l'individualisation libérale tend aujourd'hui à se radicaliser, au point que toute référence au passé soit désormais suspectable de sympathie réactionnaire. Et d'ailleurs, vous remarquerez à quel point la mythologie du progrès fonctionne sur la disqualification du passé en tant que passé. Comme lorsque certains disent « Comment peut-on penser ça à notre époque ? On est quand même au XXIe siècle. » On est au XXIe siècle, sous-entendu, toute pensée qui n'épouse pas le moule de la modernité libérale ne peut être qu'une pensée obsolète. Et une pensée obsolète, c'est une pensée potentiellement fasciste. Ce que Micha tente de montrer à travers l'expression de religion du progrès, c'est l'idée d'une foi aveugle et dogmatique dans la suprématie de l'individu, un individu d'autant plus libéré du préjugé qu'il est en réalité déraciné de son histoire. Le but n'est plus d'éclairer le présent à la lumière du passé, le but est de réduire en cendres le passé sur le bûcher de la modernité et de faire comprendre aux blasphémateurs qu'ils paieront cher le prix de leur hérésie.
Si l'analyse de Michéa lui a valu de recevoir une certaine hostilité dans les milieux intellectuels de gauche, c'est parce qu'elle révèle la profonde convergence de la gauche contemporaine avec l'idéologie du marché. Or, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que pour Michéa, cette convergence ne constitue en aucun cas une trahison de la part de la gauche. Il s'agirait d'une trahison si la gauche avait eu pour ambition initiale de combattre le capitalisme. Mais cela n'a jamais été son combat. L'entité politique en charge de la lutte contre le capitalisme n'a jamais été la gauche. L'entité politique en charge de la lutte contre le capitalisme, c'était le socialisme. Et la gauche n'est pas le socialisme. Si une confusion s'est installée dans nos esprits entre gauche et socialisme, c'est parce qu'au XXe siècle, une alliance s'est nouée entre ces deux courants, une alliance que Michéa fait remonter au moment de l'affaire Dreyfus, et que cette alliance a perduré jusque dans les années 80, avant d'être tacitement rompue. La gauche française jusque dans les années 80, c'était un compromis de circonstances entre deux courants bien distincts. Les radicaux, partisans de l'idéal des Lumières, c'est-à-dire partisans des libertés individuelles et de la laïcité, et les socialistes, partisans d'une économie collective. C'est ce qu'on a appelé les radicaux socialistes. Mais cette alliance contenait en elle le venin de la discorde. Car, contrairement aux socialistes, les radicaux n'étaient pas du tout partisans d'une économie collective. L'un des piliers des radicaux, c'est-à-dire des libéraux de gauche, c'était la propriété privée. Ce qui rejoint d'ailleurs ce qu'on a vu dans l'épisode précédent, à savoir que la gauche des Lumières considérait la propriété comme l'un des droits fondamentaux de l'être humain, au point de l'inscrire comme tel dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Donc vous voyez que si on va au-delà des étiquettes et de la pensée conditionnée, l'alliance historique entre la gauche et le socialisme était tout sauf naturelle. Et si cette alliance s'est maintenue pendant un certain temps, au point même de nous faire oublier qu'il ne s'agissait que d'une alliance, c'est davantage pour des raisons stratégiques et électorales que pour des raisons de convergence idéologique. Donc il n'y a pas eu tromperie sur la marchandise, il n'y a pas eu trahison des classes populaires par la gauche, il y a eu au contraire retour cohérent de la gauche à son projet originel. Et d'ailleurs l'histoire politique a donné raison à cette analyse, car que s'est-il produit lorsque la gauche dite socialiste est parvenue au pouvoir en 1981 ? Elle a d'abord mis en place des réformes d'inspiration socialiste, augmentation des salaires, 5e semaine de congés payés, retraite à 60 ans, et puis, 1983, le tournant de la rigueur. Privatisation, gel des salaires, réduction du budget de la sécurité sociale, ce que certains commentateurs ont appelé un changement de paradigme économique et qui correspond, dans les faits, à l'intégration de la gauche à l'économie de marché. Donc ce que l'arrivée de François Mitterrand au pouvoir a permis de mettre en lumière, c'est la position schizophrénique de la gauche contemporaine, qui après avoir échoué à satisfaire son aile socialiste, est finalement revenue à son logiciel d'origine, le logiciel libéral. Ce qui s'est produit avec l'arrivée de Mitterrand au pouvoir, c'est la victoire de la gauche libérale sur le socialisme. Et pour bien montrer à quel point ce virage libéral de la gauche n'est en rien un accident de l'histoire, et qu'il correspond bel et bien à un retour aux sources de la gauche contemporaine, Michéa fait remarquer qu'il coïncide avec un autre événement, un événement politiquement jumeau du tournant de la rigueur, à savoir la création d'SOS Racisme. Le tournant de la rigueur, c'est le moment où la gauche assume son orientation libérale en matière économique. Et la création d'SOS Racisme, c'est le moment où la gauche remplace le combat pour les travailleurs par le combat pour les minorités. François Mitterrand était connu pour son machiavélisme politique, il était connu pour son intelligence et sa froideur stratégique, et il est certain que la création par des personnalités proches du Parti socialiste d'une association dédiée à la lutte contre le racisme, au moment précis où cette même gauche abandonnait toute velléité anticapitaliste, ne doit rien au hasard. Ce qui s'opère avec la création d'SOS Racisme, au-delà de la respectabilité de la lutte contre l'intolérance et la xénophobie,
c'est le remplacement de la figure du prolétaire par la figure de l'exclu. La catégorie à défendre n'était plus le travailleur, c'était l'étranger. Et bien entendu, certaines voix s'élèveront pour dire que l'un n'empêche pas l'autre, et qu'on peut très bien mener de front le combat pour les travailleurs et le combat pour les minorités. Mais le propos de Michéa n'est pas là. Le propos de Michéa, c'est de dire que c'est la gauche elle-même qui a remplacé un combat par un autre. Michéa n'oppose pas la catégorie des travailleurs à la catégorie des minorités. Il remarque que la gauche a volontairement dévalorisé la catégorie des travailleurs pour pouvoir mieux survaloriser la catégorie des minorités. C'est ce qu'on appelle de l'opportunisme. Et si la gauche avait tout intérêt à remplacer la lutte contre le capitalisme par la lutte contre les discriminations, c'est parce que c'était pour elle le seul moyen de pouvoir continuer à se dire du côté des faibles, sans avoir à payer le prix politique de la désobéissance aux lois du marché. Avec la figure de l'exclu, la gauche trouvait une opportunité en or, celle de déserter le combat économique au profit du combat sociétal et de dissimuler son impuissance face aux lois du marché sous le tapis de la tolérance et de l'éloge de la diversité. La lutte des classes allait devenir la lutte pour le respect des différences, et le prolétaire victime de la prédation du capitaliste allait devenir l'étranger, victime de la discrimination des xénophobes et des réactionnaires. Si l'idéologie du désir et l'éloge de la diversité constituent deux principes fondamentaux de la religion du progrès, il ne saurait en résumer l'essence profonde. Comprendre l'essence du libéralisme, c'est comprendre que le culte de la liberté individuelle qui en est au fondement ne pouvait conduire qu'à la promotion d'un individualisme débridé. De nos jours, la seule évocation du concept de peuple provoque chez certains une sorte de recul craintif. Parler de peuple, n'est-ce pas nier l'individualité de chacun ? N'est-ce pas enfermer les individus dans un carcan archaïque qui les empêche de s'épanouir librement ? Il est révélateur que la peur d'enfreindre ce commandement suprême du libéralisme qu'est le respect des différences peut conduire certaines personnes jusqu'à nier le sens élémentaire des mots. Le peuple, ce n'est pas la négation des individus. Le peuple, c'est le rassemblement des individus. Des individus partageant un territoire, une langue, des lois, qui partagent ce que Hannah Arendt appelait un monde symbolique commun. Un peuple, c'est le produit d'une histoire, d'une géographie, d'un héritage, et qui fait que lorsque nous traversons une frontière, nous le faisons avec l'espoir de rencontrer d'autres que nous-mêmes. Nier la notion de peuple, c'est nier l'existence d'autres peuples que le nôtre. C'est nier les spécificités, les différences, les particularismes que l'histoire a sculptés sur le visage d'autrui. C'est au contact d'autres peuples que nous comprenons que les peuples existent. Nier la notion de peuple, c'est considérer le monde comme un vaste parc touristique. Le tourisme a remplacé le voyage. Voyager, c'est suivre une voie. Le tourisme, c'est faire un tour. Remarquez le vocabulaire qu'emploient certaines personnes, très fières de nous dire non pas qu'elles sont allées dans un pays, mais qu'elles ont fait un pays. J'ai fait la Thaïlande, j'ai fait l'Australie, j'ai fait le Brésil. C'est un vocabulaire de consommateurs. De consommateurs qui cochent des cases. Quand nous contestons la valeur d'un concept comme celui de peuple, c'est exactement ça que nous faisons. Nous récusons tout ce qui s'intercale entre l'individu que nous sommes et le monde. Nous faisons comme si le monde n'avait pas d'histoire. Il n'y a plus un peuple qui écrit son destin. Il y a des électeurs qui votent. L'électeur étant à la politique ce que le consommateur est à l'économie.
un client. Ce que l'analyse de Michéa montre, c'est que la dynamique individualiste enclenchée par le libéralisme a eu des effets incontestablement émancipateurs sur notre existence. La liberté de conscience, le respect de la vie privée, le droit à la marginalité. Mais ces effets émancipateurs ont leur contrepartie. Car dans un monde gouverné par la loi du profit, dans un monde régi par la logique de la marchandisation, les individus risquent fort de n'être plus que des atomes sociaux. Cette atomisation du monde que Engels voyait déjà à l'œuvre dans l'Angleterre du XIXe siècle, et qui l'incitait à voir dans les progrès du libéralisme industriel la marque d'une désagrégation de l'humanité. C'est le grand paradoxe du libéralisme que d'être né sur la volonté de faire coexister les êtres humains et d'y être finalement parvenu en les rendant indifférents les uns aux autres. La religion du progrès donne finalement raison à Rousseau lorsqu'il mettait en garde contre ceux qui vont chercher dans les livres des devoirs qu'ils dédaignent d'accomplir autour d'eux. Nous célébrons le progrès à mesure que nous oublions ce que nous sommes. Des êtres partageant un monde commun, des êtres porteurs d'héritage et de valeurs, capables d'égoïsme et d'indifférence, mais aussi capables de transmettre ce que ceux qui nous ont précédés nous ont transmis. Nous sommes des nains juchés sur des épaules de géants, disait Bernard de Chartres. Et si nous pouvons aujourd'hui nous octroyer le luxe de brûler les idoles du passé, c'est parce que ce sont elles qui ont labouré le terrain de notre émancipation. Nous ne regardons le monde de haut que parce que nous sommes nés sur son sommet. Je vous remercie.